Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ce livre est le 59e livre de la collection Eidos. Ce livre est le 59e livre de la. Dirigé par Michel Costantini et François Soulages. Comité scientifique international de lecture. Argentine, Silvia Solas, Univ de la Plata, Belgique, Claude Javot, Univ. Libre de Bruxelles, Brésil, Alberto Olivieri, Univ. Fédéral de Bahia, Salvador, Bulgarie, Ivailo Ditchev, Univ de Sofia, Saint-Clément d'Oride, Sofia, Chili, Rodrigo Zuniga, Univ du Chili, Santiago, Corée du Sud, Jin Nseo Daeguar University, Séoul, Espagne, Pilar Garcia, Univ. Sévilla, France, Michel Costantini et François Soulages, Univ. Paris 8, Géorgie, Marine Vécois, Univ de Tbilissi, Grèce, Panayotis Papadimitropulos, Univ. Ioannina, Japon, Kenji Kitamaya, Univ. Seiro, Tokyo, Hongrie, Aniko Adam, Univ. Catholique Pasmani Pete Egietem, Russie, Tamaragela, Univ. Dorel, Slovaquie, Radovan Goura, Univ. Matej Bel, Banska Bystrica, Taïwan, Stéphanie Tsai, UNV. Centrale de Taïwan, Taipei. Série Photographie. 2 François Soulages, dire, Photographie et contemporain. 8 Catherine Coinet, Sexualité et photographie. 9 Panayotis Papadimitropulos, le sujet photographique. 10 Analyse large, la brûlure du visible. Photographie et sperluette écriture. 15 Michel Jamais, photo manquée. 16 Michel Jamais, photo réussie. 19 Marc Tamisier, sur la photographie contemporaine. 20 Marc Tamisier, texte, art et photographie. La théorisation de la photographie. 21 François Soulages et Julien Verhaeghe, dire, photographie, médias et capitalisme. 22 Franck Leblanc, l'image numérisée du visage. 23 Hortense Soichet, photographie et mobilité. 24 Benjamin Deroche, paysage transitoire. Photographie et urbanité. 25 Philippe Bazin, face à face. 26 Philippe Bazin, photographie et photographe. 27 Christiane Voller, dire, écrit sur image. Sur Philippe Bazin. 32 Catherine Rebois, de l'expérience en art à la reconnaissance. 33 Catherine Rebois, de l'expérience à l'identité photographique. 34 Benoît Blanchard, art contemporain, le paradoxe de la photographie. 45 Marcel Fortini, l'esthétique des ruines dans la photographie de guerre. 47 Caroline Blanc-Villain, photographie et schizophrénie. 53 Rosanne de Andrade, photographie et exotisme. Regard sur le corps brésilien. 54 Raquel Fonseca, portrait et photogénie. Photographie et chirurgie esthétique. 59 Zoé Forget, le corps hors norme dans la photographie contemporaine. Série artiste. 50 Marc Gilou, Anon. Le sujet improbable, notation, etc. 52 Alain Seniers, le récit d'une œuvre 1975 à 2015. Suite des livres publiés dans la collection Eidos à la fin du livre. Publié avec le concours de du même auteur. Tatouane et Julien Zoé Forget, Roubaix, Ankama 2014. Préface. La photographie montre, elle donne à voir, elle rend visible. Ce que Zoé Forget se propose de penser, c'est que, pour rendre visible, la photographie s'inscrit dans une esthétique de la rupture de la norme, dans une esthétique de l'écart, de la différence. C'est le sens de l'idée forte selon laquelle la photo est hors norme. En lisant Foucault, Canguilhem et Goffman, Zoé Forget fait apparaître 2 logiques permettant de repenser la lecture des œuvres d'art. La première est ce que l'on peut appeler l'esthétique du hors norme. En imaginant une forme de distanciation par rapport aux œuvres, cette esthétique permet d'échapper à la contrainte de la norme qui fonde la forme tableau. Il s'agit d'une esthétique de la distanciation, faisant entrer dans le monde de l'art la distanciation, fondée par Brecht et relue par Barthes, qui fonde l'esthétique théâtrale de l'identité. La deuxième logique, qui donne une sorte de fil conducteur au lecteur, est ce que l'on peut appeler l'éthique de la représentation. Le concept de plasticité fonde une forme de corps hors norme, qui engage une réflexion critique sur l'esthétique photographique en instituant une médiation iconique particulière du corps.
Un second thème du livre de Zoé Forget est l'opposition entre la figure du monstre et la sublimation du corps et de l'identité. Quand l'auteur évoque le devenir monstre contemporain, elle situe la figure du monstre dans la logique plus globale de la distanciation, en imaginant une entreprise esthétique de création du monstre qui donne à cette figure un espace et un temps qui lui sont propres et qui donne à l'artiste et au lecteur un chemin lui permettant d'échapper à la contrainte du monde réel. L'esthétique du monstre s'inscrit dans l'esthétique du refus et du détournement, qu'il s'agisse de l'esthétique de la distanciation du corps représenté, ou de l'esthétique du détournement des objets que la photographie nous donne à voir. C'est sur ce point que Zoé Forget propose d'établir une relation entre le champ de la psychiatrie et celui de l'esthétique. À la fois en situant l'évolution de l'esthétique dans le champ des études naissant à propos de l'hystérie, et en élaborant une forme de coupure épistémologique sur la psychiatrie qui est en cours dans les années 30, Zoé Forget noue un lien, aujourd'hui, entre l'esthétique du numérique, dont le projet est la synthèse d'une multiplicité des formes et des représentations, et les réflexions contemporaines sur l'identité. Ce lien est nourri en particulier par l'esthétique des autoportraits. C'est pourquoi un quatrième thème du livre de Zoé Forget est l'élaboration d'une approche nouvelle de l'identité, fondée sur ce que l'on peut appeler une dialectique de l'identification et de la distanciation. En effet, le propre de la figure du monstre est que l'identification à elle est impossible et qu'en ce sens, elle fonde une médiation particulière de la communication et de l'esthétique. Dans cette figure que Zoé Forget nomme celle du regard insoluble, on peut fonder l'esthétique du monstre sur la logique d'un regard non spéculaire. Zoé Forget rapproche notamment cette identification impossible, cette figure que l'on pourrait appeler un impératif de la distanciation, de l'ironie et de la posture de l'humour qui constituent, selon elle, des logiques esthétiques particulières de la figure du monstre. La mise en scène esthétique de la figure du monstre est le cinquième thème du livre de Zoé Forget. Elle montre comment un espace du spectacle et de la spectacularité caractérise la représentation du corps hors norme. Le spectacle de la femme à barbe, ou la mise en scène de la frontalité dans la structuration imposée du regard sur le corps sont deux exemples, parmi d'autres, qui permettent d'apprécier l'importance du thème de la mise en scène photographique du hors norme. En lisant ce livre, on est amené à se demander si l'image parle. Zoé Forget fait apparaître au contraire, comme en réponse ou en écho inversé, la spécificité du langage de l'image et de l'écrit qui se situe dans un champ différent de celui de la parole. Dans la photographie du corps, c'est le corps et non l'image qui semble parler, et encore peut-on sans doute mettre en question cette parole, car en réalité le corps sans y parler s'y donne à voir et non à entendre. Finalement, tandis que la difformité fait du corps autre un objet esthétique, les mouvements donnent à voir le corps qui se déplace, qui se donne à voir dans une plasticité qui vient sublimer la distance. Enfin, Zoé Forget nous rappelle que l'esthétique est liée au politique. Elle n'est pas neutre, elle est toujours pleinement engagée, donnant une dimension politique à l'esthétique du hors norme. En évoquant la façon dont le corps hors norme interpelle, comme elle l'écrit, le spectateur de la représentation, Zoé Forget montre les significations politiques de la figure du corps hors norme. C'est ainsi qu'il convient de lire la figure de la souffrance dans l'esthétique photographique de Diane Arbus. Mais on peut aller plus loin, et trouver deux dimensions nouvelles dans ce livre. La première est une géopolitique de la représentation distanciée du corps. À propos de Léon Botta et de son projet de faire œuvre par la peinture, Zoé Forget évoque un discours, au vu plus universel, qui donne une échelle véritablement géopolitique à la signification de la représentation du hors norme. L'autre dimension politique de ce livre est l'absence de certitude. En soulignant l'importance de l'interrogation et du questionnement dans la représentation du corps hors norme, Zoé Forget montre le sens politique de l'engagement des représentations photographiques du hors norme dans l'esthétique distanciée du corps. Cette esthétique de la distanciation s'inscrit dans une épaisseur des images qui inscrit l'iconologie dans une rationalité de l'hubris, inscrite dans un autre temps, dans un temps du présage. Bernard Lamizet, professeur émérite des universités à l'Institut d'études politiques de Lyon. Introduction. Le terme hors norme se propose dans ce livre comme héritier de la figure du monstre. Celle ici choisie se déplace dans un champ a priori délimitable,
qui serait celui du corps porteur de signes si distinctifs en sa chair qu'il le pose en tension face à son appartenance et son entendement humain. Le monstre, dans la réflexion que propose ce livre, se rapporte donc au corps de la curiosité ou du phénomène humain et à son équivalent anglophone freak, qui appellent tous ensemble une époque et un geste, ceux de la monstration et de certains corps offerts au regard. Fort de cette filiation, le hors-norme incarne une intense expression de contemporanéité. Il porte en lui à la fois ce passé monstrueux et l'actualité d'une réflexion englobant l'histoire et l'évolution de la notion de norme, physique et biologique, et de celle de normalité. L'évolution scientifique, technologique, mais également celle relative à la pensée et à la société, ont entraîné de nombreux changements dans l'appréhension de ces problématiques. Certains types de corps demeurent, de nouveaux sont apparus. La notion de norme n'a quant à elle pas disparu, mais elle a elle aussi évolué et s'est déplacée. Or norme ne signifie pas la disparition d'une norme, mais l'expansion des champs originellement reliés à celle-ci, et par là même l'expansion des corps envisageables, abordables, concevables à l'intérieur même de ce territoire. Se situant à la fois dans une continuité et un dépassement, autant enfant qu'hybride, le corps hors norme est nourri de ce passif tout en revendiquant l'originalité d'une actualisation toute contemporaine. L'historicité du terme monstre, en définissant ainsi des différences, des corps autres, a condamné ces derniers à évoluer, à exister, à être représentés, et puis à vouloir se définir eux-mêmes dans un rapport constant et systématique, de loin ou de près, à cette naissance perceptive ineffaçable. Monstre et hors norme sont liés par une forme de cordon ombilical théorique, perceptif, mythologique. C'est en cela que la figure de monstre, si chargée de références, de sens, de symboles et de représentations, ne peut néanmoins être abandonnée dans une étude contemporaine de ces questions. Car le monstre continue de vivre et de s'adresser à nous à travers le hors-norme, qu'il s'agisse d'un écho historique ou d'un fait contemporain. C'est à partir de ce constat qu'est apparu un sentiment, une conviction propre au sujet de la photographie, bien que la figure du monstre soit ancestrale, une naissance nouvelle s'est opérée avec celle du médium photographique. La représentation photographique des corps hors normes a alors construit, de par son origine institutionnelle et sa nature politique, un dispositif des regards au sein duquel ces modèles se sont vus attribuer un espace et une fonction qui tendaient autant à l'illustration qu'à la confirmation des théories et des actes qui les avaient placés devant l'objectif de l'appareil photographique. Dès lors, il s'est avéré que certaines traces de cette naissance à l'image pouvaient se retrouver dans la photographie contemporaine. Mais surtout, il nous a semblé que cette dernière se devait d'être interrogée à la lumière de cette première iconographie, que nous avons choisi de nommer originelle, afin d'en comprendre la signification profonde et la réelle ampleur. La photographie contemporaine doit être vue et lue à travers un tissage de liens, de refus et de détournements continuellement mis en œuvre face à ces premières représentations, et travailler comme un espace de renouvellement, de proposition et de réflexion. La richesse et l'importance des trajectoires contemporaines effectuées ne peuvent être pleinement saisies que dans le souvenir et la latence des iconographies originelles. La perspective iconologique nous a semblé la plus à même d'approcher ces rapports d'héritage et de rupture, de heureuse accent aigu appropriation et de renoncement qui caractérisent la relation entre la représentation photographique contemporaine et le corps hors norme. L'iconologie dont il est ici fait usage regarde plus du côté de celle mise à jour par Aby Warburg que de celle de la troisième étape analytique théorisée par Erwin Panofsky. Lorsque Warburg emploie pour la première fois le terme dans son sens moderne, en 1907, afin d'interroger la situation iconologique des peintures en grisaille de Domenico Ghirlandaio, l'auteur questionne les raisons non picturales de son sujet, c'est-à-dire les raisons qui ne relèvent pas d'une typologie iconographique, mais d'éléments qui échappent à celle-ci tout en participant à l'image créée. L'analyse formelle s'enrichit d'à côté qui puise dans le contexte de l'œuvre, et dans son rapport à une iconographie passée mais survivante. C'est très précisément ce sentiment de survivance qui nous semble caractériser la mise en perspective des iconographies originelles et contemporaines, du hors-norme. Mais c'est là toute l'incroyable richesse de la photographie et de la relation entretenue avec ces corps. Cette survivance, loin d'être un fait apathique et conclusif, a enfanté une circulation des gestes et des images,
une trajectoire de création qui a réussi à bouleverser les règles de représentation première tout en jouant avec elles. Avènement et implosion de la forme se succèdent pour tracer un cheminement des corps et des images. Ce double mouvement, contradictoire et pourtant indissociable, du surgissement et de l'anéantissement de la forme, est précisément celui de la plasticité telle que l'a réfléchie et définie Catherine Malabou au tout début du XXIe siècle. Un nouveau rapport entre émergence et destruction, plastique et plasticage qui vient se loger au cœur de la déconstruction comme son ami ou comme son virus pour faire valoir les droits d'une autre manière d'être là. C'est cette nouvelle ampleur, cette perspective augmentée qui nous semble pouvoir accueillir le corps hors norme comme peut-être une figure même du concept de plasticité, où le lieu de l'émergence et de la destruction serait celui du corps et de son image, à la fois figure plastique et plasticage de son iconographie, destruction de l'image établie pour faire advenir à partir d'elle une nouvelle manière d'être là. Il nous a semblé que la présence du corps hors norme dans la photographie ne faisait que continuellement se rappeler à sa contemporanéité et à notre proximité avec lui. L'actualité de sa présence dans le réseau d'images artistiques et médiatiques en est, à nos yeux, la preuve la plus immédiate. Ainsi, si le hors-norme trouve son origine dans la figure ancestrale du monstre, il ne cesse de renaître à l'aune des possibles futurs qui s'annoncent au corps contemporain. Premier moment, difformité. Le corps hors norme tient pour ancêtre le monstre par la pratique du regard dans lequel il s'inscrit. De cette figure originelle, il a gardé l'acte d'être monstré, de l'évolution sociétale et scientifique de celle-ci, il a suivi le mouvement d'observation et de normalisation dont elle a fait l'objet. Car le hors-norme apparaît bien comme l'extraction contemporaine d'une figure mythique de la difformité. Et cette difformité, dès lors qu'elle apparaît comme objet de monstration, se dote d'enjeux multiples qui, s'ils prennent naissance dans des corps précis, place ceux-ci dans des perspectives qui dépassent la seule apparence de la chair. La notion de hors-norme s'avère alors avant tout comme la conclusion de regards qui se sont déployés autour d'elle. La production des dispositifs photographiques mis en place dans la seconde moitié du XIXe siècle est une véritable mise en forme de rapports installés, théorisés et actifs bien avant l'arrivée du médium entre corps normal et corps hors norme. Ainsi, la naissance photographique du corps hors norme présente l'intérêt de joindre au principe d'apparition celui de la formulation d'un langage photographique, devenant la parole nouvelle, réactualisée par l'image, de regard pré-photographique. L'iconographie ainsi générée est originelle dans sa chronologie mais aussi et surtout dans son geste. Comment et pourquoi ce premier lieu photographique des corps hors normes a réussi à formuler de façon persistante leur représentation est en effet la question fondamentale de ce premier moment, qui permet l'appréciation des lieux critiques développés par les œuvres étudiées dans les deuxième et troisième moments. C'est à ce titre qu'il nous a paru nécessaire d'aborder des régimes d'images photographiques, parmi les plus représentatifs de cette première époque. Mais nous avons essayé dans leur étude, d'en interroger les espaces s'avérant en réalité, relevés de subjectivité, qu'elle soit celle d'une société et de ses institutions ou de façon plus localisée mais non moins efficiente, d'un individu, avec le cas des photographies d'hystérique réalisées à la Salpêtrière. En choisissant de nous concentrer sur des iconographies institutionnelles, représentatives du pouvoir de normalisation installé par le XIXe siècle, qui lui-même opère comme un postulat à l'étude de la naissance photographique du corps hors norme, nous avons essayé de montrer en quoi l'objectivité scientifique n'a en réalité pas été garante d'un langage objectif du médium. Il n'est pas ici question de s'engager dans le débat de l'objectivité réelle ou impossible, de la nature même du médium photographique, mais de se concentrer sur les communautés de regard existant entre le monde scientifique et celui populaire des entresorts. La forme tableau, expression que nous avons choisi de garder tout en laissant apparaître par l'ajout de guillemets, le contexte de notre étude comme cadre de son utilisation, incarne à nos yeux cette coexistence de deux situations du corps hors norme en un même lieu de l'image photographique. C'est une fois établis ces premiers gestes du regard, et les troubles inévitables qui semblent les accompagner, que nous pouvons en interroger les occurrences contemporaines. Car nous faisons l'hypothèse que l'époque contemporaine n'a absolument pas signé la fin des enjeux de cette iconographie originelle. Mais elle en a par contre proposé des variations, élaborant ainsi une notion de monstration positive,
et des transcendances, renouant pleinement avec la nature de présage qui fut celle du monstre comme figure mythologique. Aux côtés de l'œuvre de Joel Peter Witkin, un corpus attendu au regard du sujet choisi, cela ne signifiant toutefois pas qu'il en livre facilement ses clés, le travail d'Andre Serrano et d'Erwin Olaf incarne plusieurs facettes et persistances d'une photographie contemporaine qui recontacterait le dispositif de monstration. Il est dans ce premier moment question de la parole de l'appareil photographique et du regard qui le manie. D'autres espaces de parole, bien qu'ils soient encore tus, s'annoncent néanmoins. Chapitre 1 Le monstre, une figure d'arborescence. Du monstre, les racines étymologiques suffisent à tirer les lignes directrices qui ont sculpté son histoire, accompagnant les différentes croyances mythologiques et culturelles qui de leurs convictions ont rendu des corps impossibles à la raison, à l'entendement et à l'acceptation humain. Le monstre a été le présage de Dieu, du latin monstrum, que la religion chrétienne occidentale a au Moyen-Âge transformé en un signe du diable. Il a été celui que l'on montre, monstranum, mais aussi qui montre, monar. Toutes les civilisations ont peuplé leurs récits de corps hors normes, souvent chimères ou bien exagération du différent de l'inconnu. À cette nature originelle et archaïque s'est ajouté, à partir du XVIIIe siècle, le regard scientifique. La rencontre avec la photographie, alors tout juste née dans la seconde partie du XIXe siècle, s'est donc déroulée au travers d'un double prisme. D'un côté une figure du monstre travaillée par une multitude de regards qui, loin de s'annuler, s'enrichirent dans leur chronologie, et de l'autre une époque caractérisée par un dispositif de contrôle se nourrissant lui-même d'un regard majoritaire et dominant. Le monstre, objet du regard et du dispositif. Rompant la longue temporalité de l'époque fabuleuse du monstre, le XVIIIe inaugure la période scientifique avec la naissance de la tératologie, l'étude des monstres comme objet de science. Le zoologue Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, dont le champ de recherche se positionne alors au cœur des questions relatives à l'anatomie comparée, va formuler une loi d'unité de composition des êtres vivants et énoncer l'idée nouvelle que la monstruosité n'est pas un désordre aveugle, la négation de toute loi, mais bien au contraire un ordre différent de l'ordre habituel, un ordre nouveau obéissant cependant à des règles identiques. Selon ce dernier, l'anatomie comparée ne doit pas simplement envisager le monstre comme un objet d'étude légitime, mais elle doit s'appuyer sur cette étude pour appréhender l'ensemble du vivant. Ses recherches en embryologie, dans la perspective de l'anatomie comparée, souhaitent utiliser le monstre comme un objet de science qui viendrait éclairer de sa pathologie le fonctionnement général du vivant. Ce nouvel éclairage scientifique posé sur le monstre continuera son parcours de légitimation biologique au travers notamment des recherches et publications d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, son fils. C'est celui-ci qui, reprenant, synthétisant et poursuivant le travail de son père, instaure le terme de tératologie et la classification qui lui est liée, toujours d'actualité. Cette dernière définit pour la première fois de façon purement scientifique ce qu'est un monstre, ou plutôt désormais une monstruosité biologique, à savoir un organisme caractérisé par une anomalie complexe au regard des caractères dominants du vivant. Intégrant la catégorie plus large des anomalies, c'est lorsque celle-ci perturbe la viabilité de l'organisme qu'il y a monstruosité, avec comme caractéristique de s'être produite avant la naissance. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire publie de 1832 à 1836 un traité de tératologie, dont le sous-titre est Histoire générale et particulière des anomalies de l'organisation chez l'homme et les animaux, ouvrage comprenant des recherches sur les caractères, la classification, l'influence physiologique et pathologique, les rapports généraux, les lois et les causes des monstruosités, des variétés et vices de conformation. Et comme le souligne Stéphane Hautguy, tout en poursuivant le travail de son père, l'auteur prend de fait une indépendance par rapport aux legs anatomistes. Quand quelques années auparavant le travail d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire avait consisté à ramener le monstre dans la sphère du vivant et de l'espèce humaine, la classification tératologique de son fils œuvre à la mise en place d'une science distincte, où chaque monstre doit être considéré comme une espèce particulière, ou en d'autres termes, l'espèce ne peut être distinguée en tératologie de l'individu. Allant plus avant dans la consécration du monstre comme objet de science, la tératologie de Geoffroy Saint-Hilaire fils considère celui-ci comme un organisme incarnant une entité, et non plus une déviation,
cette rupture dans la filiation scientifique affranchit désormais le monstre de son lien au commun du vivant, instaurant son autonomie et de fait son appréhension justifiée en tant qu'objet d'étude. Ainsi se présente le monstre à la seconde moitié du XIXe siècle. Ainsi se présentera-t-il bientôt à la photographie, extirpé de siècles de superstition afin d'être placé sous le regard de la science. Et pourtant, l'importance de ce basculement et légitimation par la perspective biologique n'effacera pas les siècles de mythologie passée. Le monstre se dotera en vérité d'un sens et d'une histoire supplémentaires, sans pour autant que cet apport scientifique prenne le pas sur les autres significations antérieures. En témoigne le vocabulaire lui-même. Si l'exactitude scientifique parle désormais des anomalies monstrueuses, le père de la tératologie moderne ne condamnera pas la persistance du terme de monstre. C'est ici l'un des rares cas dans l'histoire de toutes les sciences et presque unique dans celle de la tératologie, où une idée, une distinction, une nomenclature établie au hasard par les préjugés populaires se trouve conforme aux résultats de la science. Dans une paradoxale intervention de la raison, la science des XVIIIe et XIXe siècles viendra en quelque sorte conforter l'instinct populaire, participant à un prolongement et non à une rupture dans le destin du monstre, laissant celui-ci toujours soumis au jugement et au regard populaire. Les entresorts en France et les sideshows américains, dont la fin du XIXe siècle marque l'âge d'or, attesteront de cette persistance, en aucun point contrée par une coexistence scientifique, entretenant la figuration populaire par l'annonce des hommes-chiens, femmes-éléphants, hommes-chevaux, femmes-panthères, hommes-tête d'oiseau, femmes-singes, hommes-alligators, etc. La filiation dans la dénomination du corps observé reste ici profondément celle de l'œil populaire. Si la tératologie poursuivra par la suite son affirmation scientifique, notamment avec les recherches de Camille d'Arrest, 1822 à 1899, puis Étienne Wolff, 1904 à 1996, en tératogénie, il semble qu'elle ne recouvrera jamais complètement la somme des croyances mythiques qui habillèrent ces corps. Une science, comme l'annonce Pierre Ancet en ouverture de Phénoménologie du corps monstrueux, dont l'intention est de substituer la clarté et la simplicité du fait à la croyance populaire. Sans le savoir, elle suppose une autre croyance, la foi en un regard neutre et objectif donnant à voir des faits bruts. Nous ne saurions mieux annoncer la problématique qu'incarnera la photographie institutionnelle face à ces monstres. Mais la richesse et la complexité du corps du monstre et de son pouvoir de hors-norme s'étendent bien au-delà de son unique trajectoire d'objet d'étude scientifique. Dès lors que nous ouvrons le monstre à une étude non plus uniquement biologique, mais que nous le plaçons dans la perspective d'une figure plastique, chargée de symbolique sociale et forte d'un parcours en tant que sujet, alors s'impose une arborescence d'enjeux, de contexte et de perception au croisement continu de savoir et de croyance. Le regard photographique ne sera à ses débuts qu'un regard de plus, fruit de tous ceux qui l'ont précédé, car soumis en grande partie à son statut de nouvel outil technique et objectif, et en cela bien souvent avatar du besoin de contrôle et de lisibilité si caractéristique du XIXe siècle. Si la science fit disparaître le monstrarum, les mêmes corps persistèrent et furent encore plus objets de regard, un regard institutionnel, social et photographique. Ce regard multiple est au cœur du pouvoir de normalisation tel que formulé par Michel Foucault, qui émanant telle une troisième instance du pouvoir judiciaire et du pouvoir médical, s'établit au XIXe siècle, comme instance de contrôle de la normale. Le corps du monstre se trouve quant à lui embarqué dans cette notion d'anormal, donnant naissance à diverses figures menant jusqu'à aujourd'hui à celle du hors-norme contemporain. Le monstre, figure diffuse du hors-norme. Bien que le monstre tératologique en lui-même ne soit pas une figure centrale de l'analyse élaborée par Foucault dans son cycle de cours de 1975, Les anormaux, il en est néanmoins le point de départ crucial et l'élément moteur, à partir duquel le philosophe va déployer toute sa réflexion autour de l'individu anormal dans l'institutionnalisation du XIXe siècle. En formulant une véritable archéologie de la figure de l'anormal, dont la puissance significative et fonctionnelle est à saisir spécifiquement au XIXe siècle, Michel Foucault place le monstre, biologique, à un endroit paradoxal. Il est à la fois celui qui ouvre l'étude, paternité de l'anormal et structure juridico-naturelle et juridico-biologique originelle, mais est au final très vite abandonné par l'auteur qui ne le réintègre absolument pas dans son récit du XIXe siècle alors qu'il est s'apostrophe. Agit précisément du moment où a été créée sa science,
La tératologie. Le lent glissement qui s'opère sur plusieurs siècles à travers le juridique pour asseoir définitivement le basculement avéré, au XIXe siècle, du naturel au moral, consacre la figure de l'anormal comme centrale, et la place au cœur du système de normalisation et de contrôle qui se constitue alors. L'anormal du XIXe siècle est à la fois le résultat de la lente mais continue émergence, sur plusieurs siècles, d'une organisation du contrôle, et la cible de l'apogée fonctionnelle d'un dispositif caractéristique de l'époque. L'évolution du monstrueux vers l'anormal résonne également dans son vocabulaire, et le champ lexical du monstre va se déployer dans une perspective beaucoup plus sociale, délaissant une essence uniquement physique. Et monstre celui qui rompt les lois sociales, celles de la nature ne font plus priorité. Le criminel devient l'incarnation en puissance du monstre humain, qui lui-même va engendrer d'autres figures plus quotidiennes, telles que, pour Foucault, l'individu à corriger, puis l'onaniste, le masturbateur. Foucault nomme les représentants de ce passage de la monstruosité à l'anomalie, les monstres pâles. Disons d'un mot que l'anormal est au fond un monstre quotidien, un monstre banalisé. L'anormal va rester longtemps encore quelque chose comme un monstre pâle. Dès le XIXe siècle, le monstre est donc doté d'une paradoxale dualité. Ayant enfanté des corps problématiques au cœur d'une société, il n'en est déjà plus une figure centrale. Devenu l'objet d'une science qui lui est uniquement consacrée, il reste néanmoins en périphérie du grand processus d'institutionnalisation qui se déploiera de façon plus importante autour de la folie par exemple. C'est en positionnant une analyse dans un double territoire, la chair et le vivre ensemble, que Foucault déroulera son étude jusqu'aux figures plus clairement sociales que revêtent chez lui les anormaux, au travers de complexes juridico-naturels, juridico-légal et juridico-médical. Cet éclairage confirme la capacité du monstre, ici difformité du corps hors norme, à incarner une figure de passage, du sens et de l'image, tout en révélant les liens sinueux qui unissent le corps différent à la notion, riche mais mobile car profondément subjective, de marginalité. Plus encore, l'évolution mise en place par Foucault explicite la complexité du corps hors norme comme objet d'étude qui, au XXIe siècle toujours, concentre dans sa corporalité de multiples enjeux qui dépassent largement sa seule chair. Dans le discours et la pensée actuelle, le monstre n'est plus un terme opérant, il est une référence, mais appartenant au passé. Il est vrai qu'utiliser aujourd'hui le terme de monstre, dans son sens le plus pur, dans son sens premier, ne peut se faire sans une certaine distance, sans accepter de déjà placer le mot et la figure dans une perspective autre, dans une symbolique. Et pourtant, le terme comme la figure semble encore toujours exister dans la rugosité de leur sens et de leur existence première, primaire, comme une prégnance originelle, disparue mais jamais effacée. Il nous semble exister un paradoxe intrinsèque au monstre, dans toutes ses émanations, qu'il s'agisse de la figure mythologique, du monstrard, du cas biologique ou de la signification sociale. Il apparaît tel une source d'inspiration, une figure originelle, une arborescence de sens qui s'effacera devant des figures moins physiques auxquelles elle donnera naissance dans la littérature et la réflexion moderne, mais qui toujours sera présente, pareille à leur ombre. La rythmique s'apparente véritablement à une présence-absence. Ainsi disparu rapidement, et pourtant géniteur de tous les corps étudiés qui suivront, le monstre se semble alors jamais être autant éclatant que caché dans l'ombre d'autres corps. Il est alors une figure du passage, une figure de la plasticité, et non pas seulement un souvenir de difformité. Dès lors un récit linéaire est impossible. Si la tératologie est l'avènement d'un savoir scientifique censé faire loi, correspondent à nos yeux à une situation qui inscrit pour la première fois ces corps dans une formulation purement physique, cette dernière dimension semble incapable d'en contenir la totalité problématique. Le monstre semble en réalité s'en échapper, comme trop vaste pour être contenu en un point de vue unique, trop vieux pour être sauvé par une science née au XIXe siècle, alors que tant d'autres siècles auparavant l'ont patiemment et continuellement gorgé de mythes. Étudier le monstre comme une figure du passage, comme un corps créatif, en ceci qu'il a continuellement impulsé d'autres figures tout en vivant une évolution propre, dans sa caractérisation jusque dans le vocabulaire qui lui est attaché, est ce qui permet justement à celui-ci d'échapper à une délimitation rigide de son champ d'étude. C'est à nos yeux l'intérêt précieux du sujet, et la grande complexité de sa réflexion. Suivant le principe d'une structuration archéologique de son sujet,
Michel Foucault situe l'une des origines de l'éclosion normative du XIXe siècle à la jonction du XVIIe et XVIIIe siècle, l'époque notamment du basculement de la lèpre à la peste comme menace épidémique des sociétés occidentales. Le système de contrôle mis en place par ces dernières a ainsi changé, remplaçant l'exclusion des lépreux par l'inclusion des pestiférés. La population flottante, qui regroupe alors, entre autres individus, les vagabonds, n'est plus rejetée en dehors des villes mais se retrouve au contraire intégrée à la société active. Il ne s'agit pas de chasser, il s'agit au contraire d'établir, de fixer, de donner son lieu, d'assigner des places, de définir des présences quadrillées. Ce grand phénomène du XVIIIe siècle est en vérité la première étape de l'institutionnalisation des corps qui s'opérera au siècle d'après, puisque cette inclusion a pour objectif l'observation précise ainsi que l'examen perpétuel d'un champ de régularité, à l'intérieur duquel on va jauger sans arrêt chaque individu pour savoir s'il est bien conforme à la règle, à la norme de santé qui est définie. Ce phénomène annonce également ce que Foucault nommera les technologies positives de savoir, où le corps est englobé dans un processus de savoir, et où indépendamment de son statut, qu'il soit jugé marginal anormal, ou à l'inverse dans une moyenne réglementaire, il est considéré comme moyen de savoir. Ce regard de près n'est bien sûr pas sans évoquer la future photographie. Le monstre, la population flottante et les corps vils. Le corps devient l'un des éléments d'un pouvoir qui, au lieu de refuser et de rejeter, va inclure un pouvoir qui fabrique, un pouvoir qui observe, un pouvoir qui sait et qui se multiplie à partir de ses propres effets. Le pouvoir et l'institution se lieront définitivement au XIXe siècle, et la clinique achèvera de trouver à tout corps une utilité, même surtout s'il s'agit d'un corps malade et pauvre. Toute une partie de la population, celle flottante, celle marginale, celle définie au fur et à mesure par le concept évolutif des apostrophes anormales, se retrouvera donc désormais prise en charge par un système où l'œil accompagnera la main comme instance de contrôle et d'action, et où surtout le corps lui-même deviendra l'objet d'une participation active et pourtant soumise à un effort collectif du savoir. Celui qui ne peut payer le savoir mis à son service, paiera tout simplement avec sa propre chair. C'est de la part du pauvre, l'intérêt payé pour la capitalisation hospitalière consentie par le riche, intérêt qu'il faut comprendre dans son épaisse surcharge, puisqu'il s'agit d'un dédommagement qui est de l'ordre de l'intérêt objectif pour la science et de l'intérêt vital pour le riche. Autant l'importance et l'ampleur du champ des écrits de Foucault concernant le corps n'est évidemment pas et depuis longtemps à démontrer, autant, à l'instar de la figure originelle du monstre biologique dans Les Anormaux, le corps comme figure de chair est finalement relativement absent dans la parole de Foucault, et ces quelques lignes apparaissent comme l'une des rares fois où l'auteur se place au niveau du corps de chair. S'il est au centre de l'ensemble du récit d'un processus de pouvoir, s'il en est l'impulsion, l'objet et l'enjeu, il n'est pourtant dans la somme épistémologique que représente notamment naissance de la clinique, jamais véritablement le sujet de la parole, et son enveloppe physique s'efface au profit de la figure théorie. C'est précisément dans cette latence, cet interstice, que se positionne Grégoire Chamaillou dans son livre Les corps vils, qui, tout en se plaçant dans l'évidence d'une lignée foucaldienne, revendique l'étude d'une histoire occultée par les historiens des sciences, celle des sujets de l'expérience, positionnant sa réflexion à travers le récit des techniques d'acquisition. Par la perspective double du fait historique et de l'histoire des sciences, Grégoire Chamaillou traite dans son ouvrage des corps dont l'appellation provient directement de la locution latine fiat experimentum in corpore vili, expérimenté sur des corps vils. Corpore vili évoque deux idées, celle d'un corps peu coûteux, c'est-à-dire facile à obtenir, et celle d'un corps sans valeur, sans dignité, auquel n'est dû par conséquent aucun respect ni égard. C'est l'idée d'un corps à la fois facile à subjuguer et vivant d'une vie méprisable. Au champ de réflexion déjà défini et largement formulé par Foucault, Chamaillou, prolongeant vili par avili, propose l'apport de la notion d'avilissement des corps. Car dans la disposition des corps et des intérêts que définit fiat experimentum in corpore vili se pose un problème épistémologique, entre les deux notions d'expérience et d'expérimentation, liées en un rapport circulaire, une circularité à l'éthique problématique que les corps vils viendront en partie résoudre. Et comme le formule l'auteur, historiquement cependant, la forme dominante que prit cette question ne fut non pas « peut-on expérimenter sur l'homme ?», mais plutôt « sur quels hommes peut-on expérimenter ?» Évoquant Platon,
Grégoire Chamaillou rappelle la position des sciences du côté des arts de l'acquisition. En opposition aux techniques productives, qui fabriquent quelque chose, les techniques d'acquisition travaillent à partir d'un objet qu'elles se sont appropriées. L'acquisition du savoir médical entre les XVIIe et XIXe siècles évolue parallèlement à une acquisition des corps, dont l'une des techniques est pour l'auteur l'avilissement, au propre comme au figuré, d'où la circularité du processus contenu dans la locution latine. Les avilis assumeront donc le danger des tentatives et essais de la médecine, au profit de la société. La clinique du XIXe siècle, dont Foucault a analysé et formulé l'historique et le fonctionnement, constitue effectivement ce qu'entend Chamaillou par technique d'avilissement, un grand dispositif de distribution sociale des risques et des bénéfices de l'expérience médicale appelée, où le pauvre, débiteur insolvable, devient corps observable. Dans la clinique, être patient s'apparente à un travail productif. L'avilissement intervient dans l'idée que celui qui est pauvre pèse en retour le savoir par son corps, présenté comme une matière envisageable et surtout, autorisé à l'expérimentation. En d'autres termes, l'avilissement dont il est question relève plus à nos yeux, d'une continuité de la logique d'un système mis en place, l'institutionnalisation des corps, que de la création à proprement parler de techniques ayant en vue cette unique finalité. Emportés dans le large élan de la normalisation du XIXe siècle, les corps les moins considérés par les valeurs nouvellement revendiquées et organisées par l'institution deviennent vulnérables et dominés. Le principe d'avilissement des corps exposé par Chamaillou ne correspond donc pas à de nouvelles règles ou de nouvelles lois qui interviendraient, mais à un phénomène de non-considération de certaines populations, inscrite selon la logique sociale et politique d'alors au bas d'une pyramide des valeurs, selon la continuité puissante d'un regard. C'est l'œil de la société qui semble naturellement l'avoir imposé. L'avilissement est dès le départ présent, dans un regard antérieur à ces corps. Lorsque l'institution médicale, lorsque la clinique se penche sur eux, ils sont déjà vils. L'action d'avilir se loge dans le fait d'institutionnaliser, de façon logique, naturelle, ces corps comme objet de l'expérimentation, une inclusion dans le fonctionnement d'une société, à l'image de celle des pestiférés, une paradoxale prise en charge de ces individus par les techniques d'acquisition fraîchement établies par la science et son fonctionnement. Ainsi, quand la photographie arrivera dans le champ de la médecine avec comme rôle celui d'outil objectif, alors l'histoire du domaine médical, son passif et les particularités du parcours de sa quête de savoir sont telles que, à cet endroit, à cet instant, et cela à cause de résonances temporelles, dont certaines très anciennes, la photographie n'aura pas le choix de sa représentation. L'éclairage de Foucault et Chamaillou permet de pressentir encore plus fortement que l'usage de la photographie comme outil du savoir médical dans le contexte du XIXe siècle, c'est-à-dire un désir de savoir en pleine expansion et doté de plein pouvoir, n'a pu donner au médium une existence neutre, et que les corps, ceux-là même sur lesquels la médecine opérait alors ses techniques d'acquisition qui se retrouvèrent devant l'objectif photographique le furent selon des dispositions similaires. La finalité de ces images précises rejoint celle de la médecine en général, et porte en elle cet instinct d'expérimentation. Les corps photographiés sont en effet vils. Le pouvoir qui observe est concomitant d'un savoir par le regard. La photographie enregistrant les cas tératologiques est alors dans une position précise. L'efficacité du regard photographique se doit de considérer ces corps comme acquis, utiles, et l'avilissement peut être un passage nécessaire et légitime dans cette quête du savoir. La photographie, outil de savoir par excellence, intègre alors la circularité entre les corps et les regards au titre de technique d'acquisition. Elle talonne une histoire et un discours institutionnel qui se développent en quête de voir, savoir, de clarté, d'évidence de sens. Utilisée au service d'un regard, lui-même au service d'une pensée sociale et politique, elle sera donnée comme équivalence univoque de ce regard. Et cela ne sera pas innocent. Un système de lecture s'organisera alors, dont les traces persistent encore aujourd'hui. La particularité historique et sociale du médium photographique a fait de la photographie un champ à part et précis dans le domaine artistique de réflexion, de recueil, de regard et de gestes sur ces corps et leur destinée tant formelle que sociale. Chapitre 2 Naissance photographique, l'œil scrutateur. La photographie ne tarde pas en effet à occuper une place importante dans le désir institutionnalisé de visibilité,
et dans la mise en place de structures régulatrices. Elle devient un outil d'évidence dans de nombreux domaines, industrie, commerce, loi, sciences, médecine, au cours des années 1850, la décennie qui verra naître Alphonse Bertillon. L'image n'avait pas attendu la photographie pour occuper une place importante dans la science, mais elle ne pouvait alors qu'être illustration, et non preuve. Cela se déploie en parallèle d'un espace social de plus en plus largement et quotidiennement occupé par la photographie, lui aussi. La science et le portrait social sont les deux facettes de la fascination du XIXe siècle pour la classification et l'ordre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.